Radio Nova. Le score avec Charline Roux. Bienvenue dans Le Score, votre rendez-vous quotidien fait de musique, de conversation et aujourd'hui de cinéma et d'icônes. Celle que je reçois fait partie des miennes. Dans le film dont il va être question, elle joue l'une des siennes. Marina Foïs vient nous parler de sa partition de Simone Signoret dans le film de Diane Curis, Moi qui t'aimais. Mais juste avant, l'actu du jour. Le score. Once again, Bad Bunny! L'actu du jour. On sait désormais qui a été choisi pour assurer le show lors de la mi-temps du Super Bowl. Thank you very much. Thank you very much. My name is Benito. Benito Ocasio, soit Bad Bunny, le joyau de Porto Rico, qui se produira donc devant quelques 123 millions de téléspectateurs. Oui, ce sont les chiffres de l'année dernière. Il succédera donc à Kendrick Lamar, Usher, Rihanna, Dr. Dre & Co, The Weeknd ou encore, si on remonte un peu plus loin, Madonna, Prince, Rolling Stones ou Sir Paul McCartney. Déclaration de l'intéressé, ce que je ressens va au-delà de ma personne, a-t-il déclaré, c'est pour mon peuple, ma culture et notre histoire. Et si Bad Bunny apporte cette précision, c'est que pour sa tournée mondiale actuellement en cours, il a choisi de ne pas s'arrêter aux États-Unis pour protéger son public de la police de l'immigration ICE à la sortie de ses concerts. C'est pour tous ceux qui sont passés avant moi et qui ont couru des kilomètres pour que je marque cet essai, poursuit Bad Bunny, c'est pour mon peuple, ma culture, notre histoire, martèle-t-il. People are wondering if I can host this show because English is not my first language. I don't know if they know, but I do whatever I want. Ceci est un extrait de son monologue du Saturday Night Live, mais je crois que la phrase s'applique aussi ici. Bad Bunny sera le premier artiste latino à assurer le spectacle seul. Un show qu'on souhaite aussi spectaculaire que politique. Ce sera le 8 février. Dans un instant, Marina Foïs est l'invitée du score, mais avant, on écoute Billie Eilish avec Lunch. Le score. 18h30, 20h. Charline Roux. Sur Radio Nova. Et laissez-moi vous parler d'un temps que les moins de 20 ans... Oui, je sais, c'est Aznavour, c'est pas mon temps, mais c'est pour les besoins de la démonstration. Sur les écrans, oui, il y a plus de 20 ans, s'est vissée encore une émission titrée Nulle part ailleurs. Et l'une de mes premières tâches rémunérées fut, entre autres activités, de garder près de moi, afin de le tendre au moment adéquat, acquis de droit un carton portant la mention « L'œuvre des Robins des Bois ». Alors, au-delà d'avoir ri beaucoup, je me souviens très bien avoir été super impressionnée par la jeune femme blonde, tantôt en juste au corps, pour un cours de gym kilo. Et en vrai, je me disais qu'elle avait la star quality et que dans la vie, elle ferait forcément cinéma. Alors, loin de moi l'idée de vous faire croire que je suis un génie, ça c'est elle. Mais à rebours, je me suis dit que si j'avais cette certitude, c'est que elle l'avait aussi. La suite, on la connaît. À elle, le théâtre, le ciné, Darling, Police, Happy Few, Papa ou Maman, Irréprochable, Le Grand Bain, La Fracture. J'ajoute un ad-lib. La Syndicaliste et aujourd'hui le film de Diane Curis, Moi qui t'aimais. Et bon, du coup, à moi les portraits. Bonjour Marina Foïs et merci de repasser par ce studio. Bonjour. Tout ce que j'ai dit est vrai de vrai. La première fois que je t'ai vu, je me suis dit, waouh, c'est fou bon de savoir jouer comme ça en fait, même sur des trucs drôles. Bah ok, merci. Et bah de rien. Et si je te demande aujourd'hui de définir ton humeur du jour par le titre d'un des films de Simone Signoret, est-ce que tu dirais que tu es plutôt manège, rapport au circuit promo? Est-ce que tu es plutôt Les Diaboliques ou est-ce que tu choisirais Dure Journée pour la Reine? Non, je choisirais manège pour mon manège à moi, c'est toi. Ouais, ça marche? Ouais, ça marche. T'as l'impression d'être vraiment dans des attractions aussi sans fin en ce moment? Non, j'ai des gens, des choses et surtout des gens qui me font tourner la tête et c'est agréable d'avoir la tête qui tourne plutôt que la tête qui galère à faire du surplace. Ouais. Accompagner un film comme celui-là, est-ce que c'est un exercice difficile ou au contraire c'est très plaisant? Bah, moi j'ai eu beaucoup de plaisir parce que là on a été vachement le présenter en province et que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, des rencontres avec le public et qu'en fait le public, d'abord il était là. Il était très chaleureux, il est smart surtout, il parle bien du film et en fait je me suis rendu compte qu'on comprend ce qu'on a fait aussi dans le regard des autres. En fait ces rencontres-là elles sont hyper importantes, par ailleurs c'est absurde de l'avoir oublié puisque les films on les fait aussi pour qu'ils soient vus et le lien avec le public il est très très important mais pas comme les gens le pensent. En fait il est très important pour nous aussi, pour l'émotion que ça nous donne et pour le sens que ça a. Donc, et j'ai beaucoup aimé faire cette promo, j'ai beaucoup aimé parler de Signoret et Montand, parler de cinéma, parler avec Roche Dizem, parler du cinéma de Diane Curis, parler de La Lumière de Philippe Rousselot. Tout m'a plu, en fait. Ouais. J'étais contente d'être là. Voilà.
Il y a une question rituelle dans cette émission, je te l'ai déjà soumise, je te la resoumets. La place que prend la musique dans ta vie. Qui plus est, par exemple, quand on accompagne un film qui s'appelle Moi qui t'aimais. Oui. Elle a changé. Voilà. C'est très, comme j'ai pas une très bonne oreille musicale ni une très bonne culture musicale, elle est ultra sentimentale. Faut qu'il y ait un lien. Je suis sensible aux voix, parce que je suis sensible aux voix pareil aussi. Voilà, tout ce qui est italien m'accrochera plus, mais pas que. Je sais pas par où ça passe. En fait, c'est un art que je ne maîtrise pas. Trop peu de culture. Et je le déplore. Mais voilà, plus bordélique, moins constant. Le cinéma, il est présent dans ma vie tous les jours. La musique, c'est plus accessoire. Et elle passe souvent par des gens, notamment par les hommes de ma vie. Et aujourd'hui, mes fils. Donc pas mal de rap napolitain par l'intermédiaire de mon fils Lazare. Mais direction Porto Rico pour le premier titre que tu as choisi, en l'occurrence. J'adore Bad Bunny. Ça me fait penser à Marlène Zaldana, une grande actrice que vous connaissez certainement. Qui a joué dans Les Idoles. Des Idoles. Voilà, qui est fan de Bad Bunny, et moi aussi. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Amy Winehouse sur Nova, Back to Black. Marina Foïs est-elle sensible à la voix d'Amy Winehouse? Amy Winehouse, je l'ai beaucoup écoutée des milliards de fois. Oui, il y a un truc. Il y a pas de. J'ai un accès direct à elle, ou elle a un accès direct à tous les gens qui l'entendent. Je sais pas. C'est une puissance folle. Puis c'est un destin tragique. C'est horrible. C'est toujours les destins tragiques, c'est toujours très attachant. On parle de Moi qui t'aimais, le film de Diane Curis qui sera dans les salles ce mercredi. Le film s'ouvre sur Marina Foïs et Roche Dizem au maquillage. Avant de vous retrouver en Simone Signoret et Yves Montand, est-ce que l'idée c'était de montrer que c'est une version qui vous est propre, en fait, dans une vision de Diane Curis avec cette première scène? Oui, c'est une connivence avec le public qui pose comme postulat de départ que non, nous n'allons pas faire revivre Simone et Montand, vu que Simone et Montand, c'est Simone et Montand, mais on va leur rendre hommage à travers le corps de deux acteurs qui sont ceux-là. Et à travers... ça racontait très fort ce que voulait Diane. Diane Curis, elle avait pas envie que ces acteurs disparaissent derrière des tonnes de latex et de maquillage. La question de l'imitation, de la ressemblance était complètement accessoire pour elle. Elle voulait voir Rochdy derrière Montand et me voir moi derrière Signoret. C'est un point de vue, c'est un parti pris, et elle l'assume très fort avec cette ouverture qui par ailleurs raconte un truc que moi j'aime bien. Ça raconte le travail. Parce que nous, on offre un produit fini aux gens. Ils ne peuvent pas imaginer à quel point le cinéma, c'est une addition de micro-détails qui paraissent futiles, mais qui sont fondamentaux, mais à la fin, qui n'intéressent que ceux qui fabriquent. Et le film, il parle de deux stars internationales, mais il ne montre pas les films quand ils sont réussis, ni le spectacle quand il est triomphal. Il montre les répétitions de Montand qui répète le piano, Montand qui répète les claquettes, Signoret dans sa loge. En fait, le principe, c'est l'intimité et le backstage. Donc, en fait, c'était cohérent aussi par rapport à l'endroit où elle veut raconter ces deux immenses stars. La scène suivante, c'est une interview de Simone Signoret, qui est rapidement rejointe par Yves Montand, alors qu'elle vient d'obtenir un Oscar pour Les Chemins de la Haute-Ville, si je ne m'abuse. C'est une scène qui est doublement éclairante à mes yeux. Elle rappelle à la fois le statut de la comédienne, parce que quand même, mais aussi que dans un moment qui a priori n'appartient qu'à elle, cette forme de triomphe, il apparaît de manière que je qualifierais maladroitement de opportunément inopiné. C'est-à-dire qu'il est là tout le temps. Est-ce que ça, c'est un regard de 2025 que de penser ça, ou comment est-ce que tu l'analyses toi, cette scène-là? C'est exactement ça. Le film ose traiter un tabou international qui est la rivalité dans le couple. Moi, je pense qu'elle existe dans tous les couples, a fortiori dans un couple public. C'est la vérité. Il y a des moments où Montand a été Monsieur Signoret, des moments où Simone a été Madame Montand. Que c'est pas rien. Il faut pouvoir dealer avec ça. Et ce serait beaucoup trop simpliste de dire que le succès de l'un fait la joie de l'autre. Il y a des moments, pas tout le temps, mais il y a certainement des moments où c'est plus compliqué que ça, où la lumière de l'autre ne nous suffit pas à nous remplir. Donc ça, c'était intéressant de le traiter.
Par ailleurs, c'est la scène dans laquelle entre en scène aussi Marilyn. Bien sûr. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette interview, qui est l'adaptation d'une interview réelle, c'est qu'aujourd'hui, on parle très fort de sororité et où on peut, au regard de 2025, questionner le féminisme de mon temps. Il y a un truc que, bien avant tout, elle fait, c'est de dire, quand on dit de Marilyn qu'elle est capricieuse, elle dit attendez, on parle mal de Marilyn. Moi, je la connais. C'est la femme. Elle parle pas de sa beauté, elle parle pas de son physique. C'est la femme la plus curieuse, la plus intelligente, la plus humble que j'ai jamais rencontrée. Et ça m'intéresse, en fait, ça, que déjà à l'époque, elle remet pour une autre les choses à l'endroit. Ouais. Voilà. Elle était quand même d'une intelligence supérieure. D'une intelligence absolue, supérieure. Et puis en plus, non seulement elle était intelligente, mais elle racontait bien, elle s'exprimait bien. C'était passionnant de l'écouter sur tous les sujets. Les deux scènes dont je viens de parler, ce sont les deux seules scènes qui sont situées avant le cœur même du film, c'est-à-dire les 15 dernières années de ce couple. Un couple public, comment s'aime-t-on quand on est regardé par le monde entier ? Est-ce que c'était là ton fil conducteur aussi à toi ? C'était une des choses qui m'intéressait, c'est-à-dire essayer de comprendre. Je ne suis pas sûre qu'on ait la réponse, mais en tout cas, on me pose la question. Qu'est-ce qui reste de Montand et Signoret quand on est dans la chambre de Yves et Simone, quand ils bouffent des pâtes tous les deux ? Je ne dirais pas qu'il reste rien de la notoriété et du deal. En fait, ils ont quand même, d'une certaine manière, mis en scène leur couple ou répondu à une attente du public qui était d'être un couple public. Ils ont fait des interviews ensemble, ils ont accueilli les caméras à la Roulotte, leur appartement parisien, dans leur maison d'Auteuil. Moi, je me demande toujours qu'est-ce qu'on s'imagine qu'on doit au public quand le public nous aime si fort, nous fait exister si fort. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on se sépare aussi facilement quand on existe aussi pour les autres ? Qu'est-ce que ça... Et en même temps, très certainement, c'est probablement très érotisant de voir sa femme gagner un Oscar, de voir son mari sur scène avec des foules déchaînées. Bien sûr. Donc, en fait, c'est tout ça. Et je pense que je pense qu'il n'y a pas une réponse, que c'est selon les moments, mais que c'est un truc qui existe à chaque instant, en fait. On poursuit la conversation dans un instant. Nouvelle pause musicale, nouveau titre, choisi par Marina. Rosalia, on écoute Malamente. Le score. Jusqu'à 20h sur Radio Nova. Clairo sur Nova, Sexy to Someone, titre choisi tout simplement parce que je sais que la notion de sexitude, on va le tenter comme ça, est très importante aux yeux de Marina Foïs. C'est un mot qui revient souvent dans ton vocabulaire. Sexy. Oui. J'aime bien que la vie soit sexy, ça veut dire un mélange de que les choses réveillent le désir ou la curiosité, c'est ça que ça veut dire pour moi, sexy. Et ça tombe bien parce qu'on parle d'un couple hautement sexy, en l'occurrence Simone Signoret, Yves Montand, incarné par Marina Foïs et Roche Dizem, dans Moi qui t'aimais, le film de Diane Curis qui sera dans les salles mercredi. Si tu devais t'atteler à l'écriture, je sais pas, au hasard d'une pièce de théâtre dont le titre serait Les Idoles, est-ce que Simone Signoret serait l'une des protagonistes ? Oui, et en même temps, là, je viens de passer beaucoup de temps en sa compagnie, pour ma plus grande chance. Voilà, peut-être que j'en ai plein d'autres, des rêves, mais c'est vrai que c'est l'idole de mon adolescence. Elle incarnait quand même un truc pour une gamine de 16 ans, en plus de l'actrice qu'elle était, évidemment. Mais une parole engagée, courageuse, libre, qui est évidemment un modèle. Elle et lui étaient des figures de la gauche à l'époque où la gauche incarnait un espoir concret et une possibilité. Donc oui, c'est bien de grandir avec des gens qui effleurent l'idéal ou qui questionnent le monde comme il est, avec une possibilité de le changer pour le bien de tous. Et voilà, j'avais l'impression que c'était des gens qui réfléchissaient le monde pour qu'il soit plus doux ou plus juste. Je sais pas aujourd'hui, moi, à qui me raccrocher. À l'époque, je savais. Enfin, je savais, oui. Alors, moi, je vois un point commun entre elle et toi, qui serait cette espèce de mélange entre une extrême pudeur et de grandes convictions. Oui, moi j'ai toujours du mal. Quand on me compare avec mes idoles, ça me rend un peu. Mais oui, pudeur, ça c'est sûr. On a des pudeurs qui se ressemblent, qui sont viscérales, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont impossibles à dire et des émotions qui sont impossibles à partager. Elle a ça, et je crois que j'ai ça. Oui. Et des convictions, je crois que je suis comme la plupart des gens, en fait.
je suis une citoyenne. Et puis à partir du moment où on a fait des enfants, on est obligé d'être concerné par le monde dans lequel on les lâche. Ouais. Donc oui. Elle l'aimait plus que tout, il l'aimait plus que toutes les autres. C'est ce qu'on peut lire en accroche sur le résumé du film. Et pourtant, ce qui me reste encore, bien des jours après avoir vu Moi qui t'aimais, c'est que Simone Signoret n'est en aucun cas une victime. Et qu'en fait, elle n'a eu de cesse que de déjouer toutes les injonctions, ou en tout cas de jamais y répondre. Oui, absolument. Alors, il y a deux choses. Il y a les injonctions de la société qui sont... qu'une actrice, une femme, j'allais dire, mais encore plus une actrice, doit rester jeune, mince et belle le plus longtemps possible. Ça, très vite, elle a dit, moi, je suis pas capable, j'aime trop la vie. J'aime trop manger, j'aime trop picoler, j'aime trop cloper. Ce sera pas mon histoire. Et elle l'a concrètement dit, elle dit, le temps que je perdrai à entretenir un truc qui, de toute façon, va se péter la gueule, c'est du temps perdu sur le plaisir, sur l'engagement et sur le cinéma. Elle dit aussi, moi, ma gueule vraie, ma gueule honnête, qui est celle que je vous présente avec mes rides et mes kilos, elle m'a ouvert des rôles que je n'aurais pas eu si j'avais fait des travaux, si j'avais lutté pour me transformer. Donc elle a choisi le cinéma plutôt que les couves de magazines d'une certaine manière. Moi, après, je vous le dis, je la trouve sublime jusqu'à la fin parce que son regard, il est son regard et sa classe. Enfin, donc moi, je la trouve belle. Il n'y a même pas de sujet. Ouais. Mais c'était une époque où quand même on vous mettait à la gueule tout le temps on lui mettait à la gueule ce qu'elle était devenue. Elle était obligée de se justifier. Elle est questionnée non-stop mais là-dessus. C'est un truc de dingue. Fou. Sur ça et sur les infidélités de mon temps, qui est un truc... Donc elle a dû se justifier aussi de ce que faisait son mari. Et alors c'est vrai qu'elle a voulu, c'est en ça qu'elle n'est pas une victime ou qu'elle a essayé de ne pas l'être. Elle a donné beaucoup d'interviews, elle a écrit des livres pour établir ce qu'elle estime la vérité et pour ne pas être présentée comme une victime et pour en fait offrir un récit digne qui est le sien de comment elle a traversé tout ça et comment elle a choisi ce mec-là avec ce qu'il est. À ce propos, je voudrais qu'on écoute une scène du film. Montand prépare un rôle, mais plus Simone Signoret. Oh, qu'est-ce que tu fais toute la journée sur ton canapé? Tu fais quoi? Je t'aide à apprendre ton texte, puis sinon je tricote. Parce que je tourne pas, moi, je m'emmerde. Faut bien que je m'occupe. Mais c'est de ta faute si tu tournes pas. C'est de ma faute? Mais oui. Mais t'as pas compris? Plus personne veut de moi. Toi, le monde, personne. Plus personne. Parce que j'ai plus la gueule de l'emploi. Mais fais un effort. Les actrices, elles s'entretiennent. Elles font du sport. Moi, j'en fais tous les jours. Je fais attention à ce que je bois, je fais attention à ce que je mange. Résultat, t'as la taille fine et pas moi. C'est ça qui t'emmerde, hein? Dis la vérité. Ça fait partie des moments du film qui, moi, m'ont bouleversée, en fait, de voir la manière dont se libelle cette question, à savoir qu'est-ce que ça veut dire être désirable, et surtout, à un autre moment, et à quoi ça sert d'être désirable. Non, mais vraiment, ça secoue quelque chose. Oui, à quoi ça sert d'être désirable? Quand même. Enfin... Moi, j'ai envie d'être désirée. C'est très simple. Je le dis très simplement comme ça. Mais si je dois me transformer au point de me perdre de vue pour rester dans le désir qui, à la fin, n'est pas celui qui m'intéresse, donc de gens qui ne voient pas, qui n'ont pas accès au vrai moi, alors non. Je ne céderai pas à ça. Je crois par ailleurs que Simone, sur sa carrière, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai que dans ces années-là, la nouvelle vague, à part dans les jeunes metteurs en scène, à part Patrice Chéreau, les gens ne la sollicitent pas. Ça, je pense que pour une femme qui a aimé autant le cinéma et qui est si curieuse, peut-être que c'est une douleur. En même temps, elle a toujours dit qu'elle faisait des choix. Elle a toujours dit, moi, j'aime trop le cinéma pour choisir des choses à moitié intéressantes. Et dans ces années-là, elle fait quand même L'Armée des Ombres, La Veuve Coudert, La Vie devant soi. Donc en fait, elle fait quand même des films qui marquent le cinéma. Et donc, c'est pas qu'il n'y a plus rien. C'est que... Il y a autre chose. Il y a autre chose, ouais. Je l'ai mentionné, il y a évidemment Roche Dizem qui joue Yves Montand. Moi, il y a autre chose que j'aime aussi beaucoup dans le film, au-delà de l'histoire avec Montand, c'est que c'est un très beau film sur ce que ça raconte des amitiés indéfectibles. Et je me permets donc de citer Thierry de Peretti dans le rôle de Serge Reggiani, Vincent Colombe, François Perrier, Sébastien Poudreau, Alain Corneau, Léonore Robertson, Nadine Trintignant et Timothée de Fombelle qui joue Jean-Louis Trintignant. Et Raphaël Rousseau qui joue Catherine Allegret. Le casting est formidable et c'est vrai que Thierry de Peretti, qui est le metteur en scène qu'on connaît, qui est un grand metteur en scène,
Il a un rôle très important. Simone, elle avait beaucoup de copains, et beaucoup de copains garçons. Elle dit de Marilyn, c'est la première fois que j'ai eu une copine. Et après, elle a vraiment traversé toute sa vie entourée par ces garçons-là. C'était quelque chose de très important pour elle. C'est pas facile à représenter l'amitié au cinéma, parce que l'amitié, c'est rien. Enfin, je veux dire, c'est... Mais il a été un très très bon camarade. Son regard sur moi devait être celui de Reggiani sur Simone, c'est-à-dire, on dit en anglais, supportive. Ouais. Et voilà. Donc c'était un beau partenaire. Marina Foïs est-elle joueuse même quand il n'y a rien à gagner? C'est une vraie question. Oui, oui. Parce qu'on va jouer dans un instant. C'est con qu'il n'y a rien à gagner, pardon. Je peux mettre un lot en même temps. Ouais, quoi? Je sais pas, je vais le trouver là pendant le... De l'argent? Allez, de l'argent, jouons de l'argent. Allez. Dans un instant, j'ai quelques dilemmes à te soumettre. On écoutera aussi Mayor Hawthorne et tout ça, ce sera juste après la pub. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Mayor Hawthorne sur Nova avec Green Eyed Love, le choix de Marina Foïs, l'invitée du score aujourd'hui. Pourquoi lui? Je sais pas, une affaire de voix, affaire de... J'adore cette chanson. Ouais. Voilà. Chanson sexy. Après, ça parle... Chanson très sexy. Ouais. Bon, ça parle pas d'amour, en fait. Non. Ça parle d'addiction. Mais bon. Du coup, amour et addiction, pardon, mais on est dans le sujet. C'est ça. Ça va complètement dans le thème de Moi qui t'aimais, le film de Diane Curis qui sera mercredi dans les salles. J'ai annoncé un jeu. Il s'agit ni plus ni moins qu'un tu préfères. Deux propositions, il faut trancher. Et tu as bien sûr le droit d'élaborer. Attention, catégorie super-héroïque. On te propose d'intégrer un multiverse capé collant. Est-ce que tu choisis un Batman avec Christopher Nolan ou un Spider-Man avec Sam Raimi? Peut-être un Batman. Ouais. J'ai bien aimé le dernier. Le Pattinson? Ouais. Non, alors c'est l'avant-dernier. Batman. Bon, le Ben Affleck, c'est pas par modèle. C'est pas mon domaine d'excellence, donc mais je choisirais Batman. Non, mais ça m'a intéressée parce que je me souviens qu'au moment où tu as fait la promotion de Fury, cette série Netflix dans laquelle tu casses des gueules, vraiment. Tu parlais de ça, de ces univers-là d'action ou super-héroïque qui te semblaient à la fois très loin et en même temps pas complètement inintéressants. Ah mais non, moi c'est génial à faire comme expérience, mais c'est vrai que mon goût de spectatrice me porte plus vers l'intérêt d'Adam que faire Batman. Mais je dis ça et en même temps je suis super éclectique. En fait, j'aime tout et j'aime le relief surtout. Donc moi il me faut de tout. Voilà. Dilemme suivant, apéro de l'au-delà, un Chianti avec Anna Magnani ou une coupette avec Gena Rowlands? Ah non. Non. Si. Ah non, je refuse de choisir parce que les deux. Anna Magnani quand même, elle a fait elle a fait le cinéma italien. Enfin, je veux dire, c'est une figure incontournable, cette espèce de mère courage, d'une insolence. Enfin, je veux dire, c'est une grande beauté, c'est une immense force. Enfin, voilà. Et puis Gena Rowlands. Gena Rowlands, c'est quand même une rêve absolue pour toutes les actrices parce qu'elle a cette espèce de grande beauté déglinguée, donc très réelle en fait, très incarnée. Elle représente l'actrice. Non, je les invite les deux et ne me dites pas non. Je ne dirais pas non. International Marina Foïs Institute, 2 réalisateurs te veulent, tu ne peux accepter qu'un seul projet, celui de Bong Joon-ho ou celui de Yorgos Lanthimos? Bong Joon-ho. Ouais. Oui. Pour Memories of Murder et Parasite. Après Yorgos Lanthimos, j'aime beaucoup ces films qui m'intriguent, ils me questionnent. Je veux dire, des trucs qui... Puis pour une actrice, c'est fantasmant, cette idée de poursuivre un travail avec Emma Stone. Elle s'abandonne complètement. Elle fait ses films d'une certaine manière, je considère. Et en même temps, lui, il a un univers parallèle. Je veux dire, les films de Yorgos Lanthimos, ils n'ont pas d'équivalent. Mais Bong Joon-ho, il y a tout. Et il y a quand même une certaine forme de douceur dans le regard qu'il porte sur ses contemporains, alors que c'est des films violents. Je perçois la douceur de son regard. Et par ailleurs, il était ami avec Laurent Cantet, donc ça me le rend ami. Voilà, donc j'irai chez Bong Joon-ho. Et puis je dois dire que je suis très attirée par la Corée. Très bien. Élection présidentielle, tu votes Stéphane Blais ou Ider Chaouch, Zadi ou Rochdi dans les séries En Place ou Les Sauvages? C'est une émission politique ici. Eh ben, je lirai les programmes.
Très bien. Avec qui serait-ce le moins facile de jouer une pièce de Tchekhov ? Jonathan Cohen ou Laurent Lafitte ? Non, je ris autant avec les deux. Ouais. J'ai un quotidien plus fort avec Lafitte parce que Jonathan, il travaille beaucoup. Concrètement, on se parle moins qu'avec Lafitte. Mais je ris autant avec les deux. Et par ailleurs, je pense que les deux peuvent être de grands acteurs tchécoviens. Ouais. Je veux dire, il y a de la nostalgie chez les deux. Il y a de la profondeur, il y a de l'inquiétude. Donc les deux seraient des grands interprètes de Tchekhov, les deux. Envie d'une réunion de sorcières drôles, tu convoques la clique de mes meilleurs amis, soit Kristen Wiig, Maya Rudolph, Melissa McCarthy dans le film de Paul Feig, ou des filles de la vraie vie au hasard, Adèle Exarchopoulos, Chiara Mastroianni, Leila Bekti. Oui, je suis allée chercher sur ton compte Instagram. Les trois, elles sont trop proches et trop faciles. Ouais. Donc je vais aller voir Melissa McCarthy pour une fois. Mais avec Chiara, Leila ou Adèle, je peux faire tout et n'importe quoi. Et c'est vrai, je pense que je peux faire des films, je peux faire des vacances, je peux m'ennuyer avec plaisir avec elles, je peux voyager, je peux aller voter, je peux tout faire. Très bien. Et pour terminer, drôle de proposition ou proposition drôle, c'est selon. Un drame avec Sacha Baron Cohen, interprète de Borat, ou une comédie avec Pitié, Paul Thomas Anderson, réalisateur entre autres de Punch Drunk Love. Oh non, vous êtes chiante. Ouais. Sacha Baron Cohen, il me fait rire comme personne, donc alors bon, si c'est pour faire un drame, allez, Paul Thomas Anderson, ce qui m'empêchera pas l'année d'après de faire une comédie avec Sacha Baron Cohen. C'est la première fois que Paul Thomas Anderson est choisi par dépit, par quelqu'un. Oh non, non, je plaisante. Non, c'est une réflexion. J'ai laissé libre cours à ma réflexion. Mais je vais faire les deux. Je vais vous contourner en fait. Puis c'est pas vous qui allez choisir. Non, Charline. Je suis pas directrice de casting. Donc je vais faire les deux, ça aussi. Pour apaiser cette conversation que je sens en train de devenir houleuse, un peu d'italo disco, mais version Monsieur Oiseau, c'est-à-dire Quentin Dupieux. On écoute Sylvie. Le score, jusqu'à 20h, sur Radio Nova. Daft Punk sur Nova avec Get Lucky, le choix de Marina Foïs. Est-ce que je te demande pourquoi Daft Punk ? Comme vous, comme tout le monde. Parce que... Get Lucky, oui. Parce que je suis en train de faire un mouvement qui ne se voit absolument pas en radio, mais pour ça en fait, vraiment pour ça, pour la vibration. L'histoire de France, les Daft Punk. Tout à fait. Oui. Moi, ça m'intéresse plus à la limite de parler d'eux que de Clovis, même s'il faut toujours savoir d'où on vient. Mais voilà. Daft Punk dans les manuels d'histoire. Allez hop, on y va, c'est parti. Mais je suis d'accord. Non, il n'y a pas de sujet. Je suis absolument d'accord. C'est le moment de l'émission où dorénavant on revient sur un moment précis de la carrière de l'invité. Alors moi, il y avait tellement de propositions qu'en fait j'y suis allée à l'affect sur une scène de ta filmographie que j'adore. Ouais. Donc écoutons-la. C'est-à-dire que toi, t'es très doué pour organiser des anniversaires, faire des quiches, choisir des serviettes assorties. Mais tu l'es un petit peu moins pour imaginer que ton mari sait pas jouer au tennis, par exemple. Parce que si tu veux savoir la vérité, dès qu'il a l'occasion, ton mari, c'est pas avec une raquette qui s'éclate. C'est avec une paire de menottes, un string en cuir et une cravache qui lui fouette les fesses. Mais il paraît que ce qu'il aime par-dessus tout, c'est se faire pisser dessus. Alors moi, je te le dis pas parce que je veux te protéger. Mais tu vois, toi non plus, tu sais pas ce qu'on dit de ton mec. Sauf que toi, tu le supporterais pas, alors que moi, je m'en fous. C'est un extrait du Grand Bain. Oui. Marina Foïs est donc en train de littéralement détruire Mélanie Doutet, enfin son personnage dans le film. C'est une scène de supermarché. Et en fait, j'ai choisi cette scène-là parce que moi, je suis toujours très impressionnée par les comédiennes et comédiens qui n'ont pas le premier rôle, mais qui, en l'espace de quelques scènes, arrivent à imprimer un truc très durable dans un film. Oui, mais alors ça, je crois que c'est surtout de l'écriture plus que de l'interprétation. Ça veut dire que dans le scénario, il y a un espace restreint mais riche pour un personnage et pour un acteur de faire exister quelqu'un très fort. Je pense que ça, c'est vraiment la qualité de l'écriture. De Gilles Lelouch, là, en l'occurrence. Oui. Et participer à cette aventure-là, c'était super. D'abord parce que les aventures collectives, Dieu merci... Je veux dire, c'est pas du tout un art solitaire, le cinéma. Après, on pourrait parler de la solitude de l'acteur, mais c'est autre chose. Mais c'est un art collectif. Il y a que des très, très bons acteurs, très drôles, très... et puis, le propos du film, il y a quelque chose de... C'est toujours bien, je crois, moi, de raconter ce qu'il faut. Plutôt que, surtout si à la fin ça a réussi quelque chose, mais qui n'est pas quelque chose. Là, je pense que c'est dur cette injonction à la réussite sociale, au succès, au pognon, à la place, à la carrière, tout ça. Ça parle de la dépression, de l'impuissance et de l'incapacité à correspondre à des schémas. C'est toujours intéressant de raconter qu'il y a d'autres voies
que de se soumettre aux injonctions et de devenir ce qu'on attend qu'on devienne. Voilà. Donc le film, il est fort pour ça. Et puis c'est une comédie... et c'est bien, les films populaires, les films qui marchent en salle, c'est important. Ils drainent beaucoup de choses derrière eux, ces films-là. Et il y a des gens qui sont capables de les faire, dont Gilles Lelouch. Donc, super. Ça fait un certain temps que tu n'as pas tourné de comédie. Oui. Attendez, je réfléchis. Bah ouais, mais moi j'adore la comédie, mais je suis pas sûre d'avoir reçu des scénarios. Si j'avais reçu Zadie, dès qu'il m'appelle, j'y vais. Eric et Ramsey, dès qu'il m'appelle, j'y vais. Même pour faire une journée de tournage. Donc il n'y a pas de malentendu sur mon désir à moi de comédie. Mais d'abord, c'est très dur à écrire, la comédie. Et puis les rôles pour les femmes, est-ce que c'est si facile que ça d'écrire un... Enfin, ça doit... Il y a bien des grandes... one woman showeuses, donc c'est pas la question, mais bon voilà, ces scénarios là je les reçois pas, je les attends. Alors j'ai fait un appel du pied là, je vais le gêner, c'est horrible ce que je vais faire, mais il y a un mec qui s'appelle Rudy Milstein qui a fait un film qui s'appelle Je ne suis pas un héros, que j'ai adoré, qui est très très drôle. Je l'ai vu au théâtre dans une pièce qu'il a écrite et dans laquelle il jouait, voilà. Et lui, je le harcèle. Je lui ai envoyé un texto il y a 2 jours en lui disant: est-ce que c'est clair que j'attends de toi un film? C'est clair ou c'est pas clair? Voilà, donc si, mon désir, il est complètement là, Et j'avais adoré aussi Le Dernier des Juifs de Noé Debré. Voilà, ce genre de comédie, je dirais oui tout de suite, mais c'est vrai qu'on me les a pas proposés. Je les attends. Ou un film à la Melissa McCarthy, je veux dire, oui. Un de mes meilleurs amis. Bah ouais. Ah bah oui, j'en rêve. Au-delà des qualités d'écriture d'un scénario que tu reçois, est-ce que le critère pour l'accepter, c'est aussi et toujours d'être bougé à un endroit et d'avoir la sensation de l'avoir encore jamais fait? Bah quand même un peu, oui. Mais il y a aussi le metteur en scène. Parce que le metteur en scène, c'est probablement la garantie que ce sera un autre regard sur moi. Donc ce sera quelque chose de différent. Je pense qu'en 1 vient le metteur en scène, en 2 le scénario. Parfois, on peut accepter un film pour une belle histoire ou un beau rôle, mais à la fin, je pense pas. Si on est complètement rigoureux, on a le droit de pas l'être. Moi, je suis pas tout le temps, mais si on est complètement rigoureux, c'est le choix, c'est le metteur en scène qu'il faut choisir. Et puis après, moi, je pourrais choisir un film pour un partenaire parce que il faut. Par exemple, moi, j'ai déjà joué 2 ou 3 fois avec Isabelle Huppert. Je ferai une 4e fois. Je dirais pas non à Huppert, je crois pas. C'est trop de. C'est trop riche, c'est trop de plaisir, c'est trop un luxe, un privilège et une rigolade et un kiff énorme. Donc oui, il y a des gens pour qui je dirais oui, je peux, un partenaire. Comme on ne dit pas non à Roche Dizem, j'imagine non plus. Non, je dirais pas. Ben là, on repart ensemble, vous savez. On part tourner un film brésilien au Maroc, film de Felipe Barbosa, où on est à nouveau un couple, mais dans un registre complètement différent. Parfait. Ouais. Et en attendant, on te reverra auprès d'Isabelle Huppert dans La femme la plus riche et du de Laurent Lafitte. Et de Laurent Lafitte. Bah oui. Tout à fait. J'attends ça avec une certaine impatience, je dois dire aussi. Bah, il est super le film. On poursuit la conversation dans un instant. On écoutera... non, on n'écoutera pas. On écoute tout de suite, en fait. Je ne sais pas pourquoi je parle au futur. Steve Lacy avec Bad Habits. Le score sur Radio Nova. Paolo Conte sur Nova. Je vais laisser le soin à mon invité, en l'occurrence Marina Foïs, de prononcer le titre de la chanson. J'ai fait allemand LV1, je vais vraiment tout saccager, ça va être monstrueux. Via comme Ah voilà, c'est quand même beaucoup plus joli, je trouve. Quelle déception de ne pas parler italien, vraiment. Vous pouvez apprendre, hein, Charlie. C'est pas très difficile. Ouais, mais ça y est, moi je suis arrivée à un stade où le disque dur est... Ah oui, il est rempli. Il est en erreur ça 404. Se change pas. Ah ouais. Je crois que non. Erreur 404. Appelez un technicien. Ouais, c'est ça. On arrive la personne est vétuste, c'est fini. On change d'ordinateur. Après. Non, je pense que c'est pas vrai, Charline. J'aime pas quand vous parlez mal de vous-même. Moi, bon... Si, quand même. Non, je suis assez consciente de mes limites. L'obsolescence programmée, ça s'appelle. C'est la dernière partie de l'émission. C'est ça, voilà, c'est tout à fait ça. La flemme. Ah bah voilà. Voilà, non, c'est la vérité. Il y a un autre questionnaire en fin d'émission qui porte sur les souvenirs musicaux. Ok. Voilà, c'est pas un QCM, il n'y a pas de piège, c'est vraiment pour se rappeler de certains moments. Eh ben, est-ce que c'est parti? Allez, le titre qui symbolise le mieux l'enfance. Bella Ciao. Très bien. Le titre de l'adolescence. Higelin. N'importe lequel. Je suis mort qui dit mieux. Très bien. Le hit de karaoké. Il me refouche. Ah Parce que j'ai un souvenir très précis avec Laurent Lafitte. C'est vrai? Parce que moi, je chante hyper mal. Donc, on faisait un karaoké avec des gens qui chantent très bien, dont Mario Cotillard, une grande chanteuse. Oui, bien sûr. En plus d'être une grande actrice. Ouais. Non, mais c'est vrai.
Donc voilà, donc moi j'ai accepté de chanter si j'avais un soutien vocal qui était Laurent Lafitte. Ouais. Voilà. Tu as chanté pourtant au cinéma. Oui, mais avec Fille des perdue, machines là. Fille perdue, cheveux gras. Mais il y a des machines de partout. Enfin. Ok, bon. Bah oui. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse. Non, je sais pas. Aucun. Non, mais c'est marrant parce qu'on m'a déjà posé cette question l'autre jour et j'ai séché pareil. Non, mais s'il n'y a pas de danse, il n'y a pas de danse. Hein. Le lac des cygnes. Il doit faire son petit effet en soirée. Oui. Évidemment. Bah Je oui. prends mon tutu, un collant, de paire de chaussons et c'est bon. La chanson de comédie musicale préférée de Marina Foïs, ce serait que ce soit ciné, album ou sur scène. Peut-être dans mon histoire West Side Story. Ouais, ok. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours? Alors, ces derniers temps, c'est vraiment L'aéroplano de Giovanotti. Elle est trop belle cette chanson. Alors, je sais bien qu'elle n'est pas programmée sur votre chanson. Voilà, L'aéroplano, mais vraiment genre 3-4 fois de suite. Très bien. Et enfin, catégorie pénible, la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête. On va voir si tu arrives à toper la chanson maudite de Ramzy Bedia et Laurent Lafitte. J'ai eu droit à un Gueule de loup, loup de nuit. Ah, celle-là, elle me rend ouf. Cœur de loup. Ouais. Ah ouais, je vais l'avoir dans la tête. Ah oui, bah voilà. Donc je Alors, précise c'était que- laquelle Qui a du caca kaki collé au cucu. Qu'ils Qu'ils m'ont chanté en duo. Mais ça n'existe pas. Mais si, bien sûr que si. Mais si. Donc je vous laisse faire votre choix, vous tous et toutes qui nous écoutez, entre qui a du caca kaki et Cœur de loup. Je pense que vraiment il y a conteste. Donc, et ça va bien obstruer la tête de tout le monde. C'est parfait. Merci beaucoup Marina Merci. Foïs d'être passée par ce studio. Je rappelle merci que à Moi vous. qui t'aimais, le film de Diane Curis avec également Oh, je disais, ce sera dans les salles ce mercredi. Et je l'ai dit hors antenne, donc je le dis à l'antenne. J'ai été bouleversée par ce qui se joue dans ce film. Voilà. Bah merci. Bah de rien, voilà. Et il est Merci 20h. beaucoup. Et il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.